Bismillah. Sous la lune, la cordillère et ses ombres étaient effrayantes, mais le petit Indien ne connaissait plus la peur de la nuit et des ombres. Il avait seulement froid, très froid. Le vent rude et glacé soufflait et il avançait dans la nuit. Comment dormir quand il fait si froid et que l'on est si seul? Soudain, il trébucha contre une grande masse gisant devant lui. Il se pencha et reconnut un lama. Il pensa à sa mère et crut que l'animal était mort de faim comme elle. Il toucha la tête du lama qui bougea en geignant. Il vit, s'écria joyeusement le petit Indien qui n'était plus seul. Deux pattes du lama, le sang coulait. Un animal a dû l'attaquer, se dit l'enfant. Et il courut jusqu'à une rivière qu'il avait passée un instant plus tôt. Là, il déchira un pan de sa chemise, le trempa dans l'eau, puis il cueillit les herbes dont sa mère lui avait appris les bienfaits. Revenu près du lama, il lava soigneusement la plaie, y déposa les herbes et fit un pansement avec un autre morceau de sa chemise dont il ne restait plus grand-chose. Alors seulement, le petit Indien s'aperçut que le lama était blanc, sa blancheur immaculée luisait sous la lune. C'était le lama le plus beau qu'il ait jamais vu de sa vie. Et de nouveau, il pensa à sa mère, si belle, et il se blottit contre le lama en pleurant. Le lama dressa sa tête et frotta doucement les cheveux de l'enfant avec son museau. Le petit Indien cessa de pleurer. Il s'enfuit dans la laine épaisse et chaude, et tous deux s'endormirent. L'aurore et le bonheur réveillèrent le petit Indien. Le lama blanc le contemplait de ses gros yeux ronds et doux. L'enfant entoura son long cou de ses deux bras. Nous ne nous quitterons jamais. Il alla à la rivière, revint, nettoya la plaie, changea le pansement, cueillit de l'herbe qu'il donna à manger au lama dans son chulot. Pour lui-même, il construisit un petit four de mottes d'argile, dans lequel il fit rôtir des pommes de terre arrachées dans un champ. Durant une semaine, ils vécurent ainsi. L'enfant parlait au lama tout le jour de sa maman, de son hameau déserté à cause de la famine. Allahu Akbar al-Haq. Et lui contait des légendes dont sa mère l'avait bercé le soir. Le lama écoutait l'enfant. La nuit tombait, les rapprochant l'un de l'autre, et le sommeil les enveloppait. Un matin, le lama se leva et marcha. Le petit Indien pensa que le moment était venu de descendre parmi les hommes, et son cœur se serra. Le lama se tourna vers lui comme pour lui demander de le suivre, et ils avancèrent sur le chemin. L'orge et les pommes de terre ne suffisaient pas à nourrir un petit garçon de 10 ans qui avait connu tant de faim et tant de peine. Il se sentait faible, tandis que le lama, qui avait besoin de peu pour vivre, reprenait des forces. Un après-midi, l'enfant sentit que ses jambes ne pourraient le porter plus loin. Il s'assit sur une pierre et attendit la mort comme il avait vu sa mère le faire. Le lama vint à son côté et s'agenouilla, puis il désigna son dos d'un mouvement de tête pour l'inviter à monter. Le petit Indien le regardait avec des yeux stupéfaits. Jamais on n'avait vu un lama se faire monter par qui que ce soit. Mais comme l'animal répétait son invitation, l'enfant monta sur son dos et ils continuèrent à avancer ainsi. Le lama marchait avec tant de douceur et de légèreté qu'il arrivait à l'enfant de s'assoupir sur son étrange monture. Les premiers hommes qu'il vit étaient des ouvriers occupés à bêcher la terre d'une hacienda. Ils s'arrêtèrent de travailler devant ce spectacle insolite et bouche bée regardèrent passer le petit Indien monté sur son lama comme sur un cheval. Puis ils se consultèrent les uns les autres pour s'assurer qu'ils n'avaient pas rêvé. Un vieil Indien assis sur le bord de la route fit signe à l'enfant de s'arrêter. « Comment t'appelles-tu »« Lalco. » Eh bien, Lalco, écoute-moi, ne va pas ainsi parmi les hommes blancs, ils ne te le pardonneront pas. L'enfant se dit que le vieil Indien avait sûrement raison. Il se proposa de descendre de son lama quand il verrait les premières maisons d'un village. Mais lorsqu'il vit les premières maisons, il se dit qu'il descendait un peu plus tard, se sentant trop bien là-haut pour poser déjà ses pieds nus sur les pierres du chemin. Un cavalier arriva au galop dans un nuage de poussière et s'arrêta brutalement devant l'enfant. « Où vas-tu ainsi ?»« Sur les bords du lac Hukapay. »« Que vas-tu faire ?»« Si j'aide à cueillir les roseaux, on me donnera la nourriture. Tu n'as plus tes parents ?»« Non, murmura le petit Indien en baissant les yeux.
Veux-tu venir chez moi? Tu garderas le bétail. En échange, tu auras à manger, un toit pour dormir et même un peu d'argent. » L'alcool ne répondit pas. Le jeune homme était aimable, mais dans ses yeux bleus, il y avait une dureté qui effrayait l'enfant. Ils cheminèrent côte à côte. Toutes ces terres sont à moi, dit fièrement le jeune homme, et le village où nous arrivons aussi. Et les hommes que j'ai vus travailler dans les champs, à moi aussi. Et le vieil Indien assis sur le bord de la route. Peu, celui-là est trop vieux, je l'ai chassé, mais il reste là assis comme un idiot, immobile. Alors tu viens avec moi? Demanda brusquement le jeune homme. Je ne sais pas, répondit timidement le petit Indien. Alors c'est oui, dit le jeune homme d'un ton sans réplique. Ils traversèrent le village, et les gens s'arrêtèrent pour regarder passer l'enfant sur son lama, si stupéfaits qu'ils en oublièrent de saluer leur maître. Tu as du succès, dit en souriant le jeune homme. L'enfant pensa que le vieil Indien, sur le bord de la route, s'était peut-être trompé ou que sa rancœur contre son jeune maître lui avait fait prononcer ces paroles. Ils ne te le pardonneront pas. Comment t'appelles-tu? L'Alco, monsieur. Moi, Don Guillermo. Je suis le plus jeune propriétaire de la région, ajouta-t-il en redressant fièrement la tête. Comment avez-vous fait pour posséder tout cela? Demanda l'Alco. Mon père m'a fait ce cadeau pour mes 15 ans. J'aime commander, j'ai cela dans le sang et rien ne m'a encore résisté. L'Alco pensa au vieil Indien de la route, mais il se tut. La vieille demeure coloniale se dressait toute blanche, aussi blanche que le lama, avec ses toits de tuiles rouges, ses couloirs pavés de mosaïques, ses grilles de fer forgé ouvrant sur des salles froides et dures comme les yeux de leur propriétaire. Don Guillermo fit servir à l'Alco du maïs grillé et du fromage, et l'enfant dévora lentement tout ce que l'on mit dans son assiette, tandis que son hôte le fixait sans cesse de l'autre côté de la table. Quand l'Alco eut terminé, il lui demanda « Veux-tu être mon ami ?» « Oui, bien sûr, répondit le petit Indien en évitant les yeux bleus, persuadé que cette amitié était impossible. Ce que vous, Indiens, vous pouvez avoir l'air hypocrite, ricana le jeune homme. Mais puisque nous sommes amis maintenant, tu ne dois rien me cacher. Alors dis-moi. Il se pencha par-dessus la table et sa voix devint plus douce. Quel est ton secret pour monter les lamas? Dis. Il n'y a pas de secret, monsieur. C'est elle qui s'est agenouillée et m'a fait signe de monter, c'est tout. Don Guillermo frappa la table du poing et hurla. Tu mens! Non, non, je vous le jure, dit en tremblant l'Alco. C'est comme cela que les choses se sont passées. Bien, dit Don Guillermo, qui semblait avoir avalé sa colère. Je vais te montrer la pièce où tu dormiras. S'il vous plaît, demanda timidement l'Alco, je préférerais dormir dans la grange avec mon lama. Nous nous sommes jurés de ne jamais nous quitter. Bon, acquiesça le jeune homme en haussant les épaules. Vous autres Indiens avez le goût de la misère. On vous offre une chambre et vous préférez une grange pour dormir avec une sale bête. Tu es fier de ton lama, mais il est fade comme la lune, il a l'œil stupide, et de plus il boite. Je ne suis pas fier, monsieur, c'est mon ami. L'Alco nous a avoué que sa mère lui avait envoyé une amie plus précieuse que l'eau quand on a soif ou que le maïs quand on a faim. Le jeune homme se serait moqué de lui. Attends, s'écria Don Guillermo, alors que l'Alco franchissait la porte. Et si je te donnais un peu d'argent, me vendrais-tu ton lama? Je ne le vendrai pas, monsieur. Beaucoup, beaucoup d'argent. Non, monsieur, pardonnez-moi. Va-t'en, imbécile, cria le jeune homme. Non, attends, demain tu verras Don Ricardo, l'intendant, il te donnera le troupeau de moutons à garder. Et rien ne t'empêchera d'emmener ton cher animal avec toi, ajouta-t-il avec un drôle de sourire. Un homme était accroupi devant la grange. L'Alco reconnut le vieil Indien qui le regardait venir en mâchant lentement sa chique de coca. Bonsoir, bonsoir. Tu ne m'as pas écouté, l'Alco. Approche-toi, regarde. Le vieil Indien releva la mèche de cheveux cachant son front, et de son doigt, il désigna à l'enfant une vilaine cicatrice qui partait du cuir chevelu et s'arrêta à la tempe. Tu vois, c'est lui qui m'a fait cela avec sa cravache quand il m'a chassé. Tu devrais partir, il est encore temps. Mais le vieil Indien vit dans les yeux de l'enfant tant de détresse et de fatigue que son cœur en fut touché. Il se revit au même âge, seul, perdu, semblable à l'Alco. Va dormir, petit, va, je veillerai sur vous deux. Pourquoi es-tu resté après qu'il eût fait cela demanda l'Alco. Je vous attendais. Va, bonsoir, petit. Et comme chaque soir, blotti dans la laine blanche et tiède, l'Alco s'endormit.
Le lendemain, l'alcool se leva très tôt et sortit de la grange. Le vieil Indien avait disparu. J'ai du travail, pensa l'enfant, de quoi manger, un toit pour dormir, et il se sentit un homme. Du fond de la grange, le lama dressé le contemplait de ses deux gros yeux noirs et inquiets. Viens, dit l'alco gaiement. Don Guillermo parlait devant la maison à un gros homme rougeau. Il fit signe à l'alco de s'approcher. Voici Don Ricardo, qui va te mener garder les bêtes. Ils conduisirent les moutons par un chemin pierreux qui grimpait tout droit jusqu'au pré. C'est ici, dit Don Ricardo. Tu as 52 moutons à garder, pas un de plus, pas un de moins. Tu dois faire attention aux ravins là-bas à gauche et les empêcher de s'en approcher. Le païa t'apportera ton déjeuner. Tu rentreras le troupeau avant la tombée du jour, sauras-tu? Bien sûr, répondit l'alcool en riant. Avec le soleil, je sais, je rentrerai quand il sera là-bas. De son index, il désigna un point dans le ciel. Tu sais compter demanda Ricardo avec un drôle d'air. Non, répondit l'enfant en baissant la tête. Au revoir, au revoir. L'alcool s'assit sous un arbre. Tournant le dos au ravin, le lama se coucha à son côté. Pourquoi ne vas-tu pas manger l'herbe avec les moutons lui demanda l'alcool. Mais le lama ne bougeait pas, le contemplant toujours de ses yeux humides où la lumière tremblait. Il faudrait que je me confectionne une flûte, se dit l'alco. Et aussitôt, il pensa à son hameau, où le vent était plus sec, plus froid, et coupait le visage, les mains et les mollets, comme 1000 petits couteaux. Les moutons mangeaient l'herbe calmement. De temps à autre, quelques-uns s'avançaient et le regardaient curieusement. Mais l'alco les renvoyait d'un geste brusque, et ils s'enfuyaient. Kanté, sa mère lui avait appris ce qu'elle savait, jusqu'à 10. Après cela ne doit pas être difficile, disait-elle. Il ne fallait pas oublier. L'alco compta plusieurs fois à l'aide de ses doigts. Il se souvenait jusqu'à 10, mais après, le vieil Indien savait peut-être et pourrait lui apprendre. Écrire. L'alco se rappelait le mouvement du crayon sur le carnet quand l'homme comptait les sacs après la récolte et que sa mère et lui attendaient l'argent. Pourquoi ne se plaignait-elle jamais? Le vieil Indien lui apprendrait à compter, à écrire, à lire. Pourquoi disait-elle que le soleil ne se lève jamais que sur de la misère et encore de la misère? Pourquoi Tika avait-elle vendu son fils au curé? Pourquoi les hommes partaient-ils dans les mines d'or où il fait si chaud et ne revenaient jamais? Pourquoi? L'alco posa sa tête contre le cou de son lama. Nous ne nous quitterons jamais. La païa montait lentement le chemin, courbée sous le poids du bâton aux extrémités duquel pendaient 2 lourds paniers. De la main, elle fit signe à l'alco, qui lui répondit. Elle s'approchait, et l'enfant voyait son visage ridé. Comme elle est vieille, pensa-t-il. Tu as de la chance d'être un des premiers servis, dit la païa en tendant à l'alco le pot de terre rempli de chounios et de viande salée. Il est juste midi, répondit l'alco en riant et en désignant le soleil qui brillait au milieu du ciel. Oh, celui-là ne réchauffe que de la misère et encore de la misère. Comme ma mère, pensa l'alco, et il s'attrista. N'écoute pas mes vieux radotages. Mange, mon petit-fils, serait à peine plus grand que toi. Si, mange, mon garçon. La païa le regardait manger, ses petits yeux plissés étaient tendres et brillants. Tu as un beau lama, Laco. Oui, je t'ai vu venir à cheval dessus. C'était beau, Laco. C'était beau comme le soleil quand on est petit et qu'on ne sait pas encore. Prends garde, l'homme est mauvais. Et la païa s'en alla avec ses 2 paniers qui se balançaient. Laco caressa doucement la tête de son ami. La païa avait dit de prendre garde. Les yeux de l'homme étaient froids comme les flaques d'eau gelée au creux des rochers. Ceux de la païa, enfoncés dans le vieux visage ridé, étaient vifs et tendres comme ceux d'une jeune mère qui se penche sur son nouveau-né. Le vieil Indien avait dit « Tu devrais partir ». Les yeux de l'Indien étaient tendres comme ceux de la païa. « Pourquoi nous voudrait-on du mal ?» se demanda l'enfant en entourant de son bras le cou du lama. Qui pouvait lui faire du mal? Il n'avait rien et le mal l'avait déjà frappé si fort que son cœur en resterait brisé à jamais. Laco n'avait pas peur, mais quand il saisit en riant la tête de son ami entre ses 2 mains pour l'embrasser, il vit dans ses yeux une angoisse si profonde qu'il en resta stupéfait. « Qu'as-tu, ma colombe? Ce sont les paroles de cette femme? Qu'as-tu? Ne crains rien, je suis là, ajouta l'enfant qui n'était plus aussi convaincu.
L'après-midi s'écoula doucement. Laco chantait de sa voix claire et aiguë de nostalgiques chansons des hauts plateaux que sa mère lui avait apprises. Palomita de alas blancas, palomita generosa, dime dónde está tu nido, que yo ando buscando abrigo. Ya viene la noche oscura, si me voy me caeré. Dame, dame posadita, y a tu lado dormiré. Bientôt, le jour allait tomber. Laco se leva et rassembla le troupeau. Les bêtes couraient en descendant le chemin pierreux, droit devant elles, tête baissée, et l'enfant les suivait, poussant de longs cris des bergers que l'écho plongeait au-delà des collines. Laco ouvrit la porte du corral et il y fit entrer son troupeau. Quand il eut refermé la porte, il se trouva face à face avec Don Ricardo. Les ouvriers étaient assis le long de la barrière, attendant le repas du soir. L'enfant distingua parmi eux le vieil Indien qui mâchait sa coca, immobile sans le regarder. Laco fixa la joue enflée par la chique qui bougeait imperceptiblement. Alors on ne dit pas bonsoir, grogna Don Ricardo. Oh, pardon, Sénor, tu sembles bien distrait. C'est un défaut pour un berger. As-tu rentré toutes les bêtes? Don Ricardo parlait si fort que tous les ouvriers les regardaient, excepté le vieil Indien. Combien t'ai-je dit que tu avais de moutons? 52, Sénor. Bien, compte-les avant de rejoindre les autres. Laco baissa la tête. Eh bien, vas-y, qu'as-tu? Je vous l'ai dit ce matin, Sénor. Je ne sais pas compter. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Tous les mêmes, s'écria Don Ricardo. Ils réclament, ils veulent leur terre, ils ne sont jamais contents, et ils ne sont pas capables d'apprendre à compter à leurs enfants. Bien, je vais le faire. L'homme grimpa à califourchon sur la barrière et commença à compter les moutons. Pourquoi mon ami ne me salue-t-il pas? Pensa Laco. Que peut-il bien regarder ainsi? En suivant le regard du vieil Indien, il découvrit le lama qui le fixait, lui. Laco de ses yeux énormes. 50, hurla Ricardo. J'ai compté 2 fois 50. 2 moutons ont dû tomber dans le ravin. Mais c'est impossible, j'étais appuyé au grand arbre et je tournais le dos au précipice. Si un seul s'était approché, je l'aurais vu. Recomptez ces Sénor, je vous en supplie. Non, non, pas moi. Viens ici, ordonna-t-il au vieil Indien. Toi qui sais compter, vas-y. Il se tourna vers les autres. Ainsi personne ne pourra m'accuser de mentir. Le vieillard entra dans le corral et compta. Les minutes passaient et il n'en finissait pas de compter. Alors, demanda Don Ricardo, le vieil Indien revint lentement vers eux. 50, murmura-t-il. Puis il ajouta fermement en fixant Don Ricardo dans les yeux. Mais je ne les ai pas comptés au départ, Sénor. Tu oserais insinuer que je mens? Cria Don Ricardo en crachant. Que je mens? Puis il se tourna vers Laco. Je vais avertir le patron. Nous verrons ce qu'il décidera. Et vous foutez-moi le camp, ordonna-t-il aux ouvriers. Le repas doit être prêt. Allez à la cuisine. Tous se dirigèrent vers la hutte où la paille préparait les repas. De l'autre côté de la maison, tous l'un après l'autre, sans se presser, et Laco pouvait voir, dans les yeux de chaque homme, qui se levait une montagne de haine. Seul le vieil Indien resta, adossé à la porte du corral, les yeux clos, avec juste ce mouvement de la joue. Il ne me quitte pas, il est toujours mon ami. Il ne me regarde pas, mais il est là. C'est mon ami, pensait Laco. Le lama ne bougeait pas non plus, et ma blanche amie est là aussi. Elle me regarde, et elle est là pour toujours. Le cœur de Laco battait plus calmement. La silhouette de Don Guillermo avançait vers lui, immense et droite, dans la nuit qui tombait, suivie de celle de Ricardo, plus petite mais épaisse et vigoureuse. Bientôt, Laco vit au-dessus de lui les yeux pâles et durs. Bien, en échange des moutons, je prends le lama. Oh non, Sénor, pas cela. Gardez-moi toute ma vie. Je travaillerai, vous ne me paierez pas, vous ne me donnerez plus à manger. Toute ta vie? Vraiment? Idiot, as-tu de l'argent pour me rembourser immédiatement? Non, Sénor, je n'ai rien, mais toute ma vie je vous la donne. Je travaillerai, je ne mangerai pas, vous ne me paierez jamais, répéta Don Guillermo, en imitant Laco. Ta vie? Et demain tu te sauveras et on ne te reverra plus. Le lama. Don Ricardo attrapa la bête au lasso et la tira vers lui. Hier soir, je t'ai proposé de l'argent et aujourd'hui, je l'ai pour le prix de 2 moutons.
Tu ne peux pas dire que je t'ai volé. Va-t'en maintenant. Non, non. Don Guillermo monta sur le lama en s'agrippant à la laine épaisse, mais le lama bondit et Don Guillermo tomba de l'autre côté. De nouveau, il essaya, mais la bête fit de tels bonds que cette fois il ne réussit même pas à poser sa main sur l'encolure. Frappe-la, Ricardo, frappe-la. Le bâton s'abattit avec force et le sang jaillit de la tête blanche. Non, non, hurla Laco en se précipitant sur Don Ricardo. Le vieil Indien le saisit et l'enferma dans ses bras. Ne bouge pas, tais-toi. Le sang coulait sur les yeux, le cou, le corps, les pattes du lama qui bondissaient toujours. La colère de Don Guillermo enflait comme une tempête et il devenait aussi rouge que le sang de l'animal. Emmène-la, Ricardo, jette-la dans le précipice. Don Ricardo s'éloigna en tirant le lama. Emprisonné dans les bras du vieil Indien qui le serrait de plus en plus fort, l'enfant ne pouvait même plus crier. Les larmes inondaient son visage. Il lui semblait qu'une main l'étranglait et qu'il n'allait mourir. Mais c'était la douleur et non la mort. La paix ne venait pas. Alors l'enfant se mit à gémir doucement, un petit cri comme un jeune chien blessé. Au bout d'un moment, le vieil Indien desserra son étreinte sans toutefois le lâcher. Bientôt il aperçut Ricardo qui se dirigeait vers la maison, seul, le laçon enroulé autour de son épaule. « Viens, partons, dit le vieil Indien. Laco ne bougea pas. Le vieillard tenta de l'entraîner, mais l'enfant le repoussa. Que pouvais-je faire, mon petit? Un vieillard et un enfant contre deux hommes armés et ivres de colère sont impuissants. Laisse-moi, murmura Laco. À pas lents, il avança vers le chemin pierreux et le vieillard le suivit dans la nuit sombre. Pas une étoile ne brillait dans le ciel et la lune même se cachait derrière les épais nuages, honteuse des hommes. Arrivé sur le plateau, Laco se pencha du haut du précipice. Il ne vit que l'énorme trou noir de sa douleur. « Pourquoi ?» demanda le vieil Indien à la lune, qui apparut entre deux nuages et disparut aussitôt. « Pourquoi rester ici ?» demanda-t-il à Laco, qui sanglotait appuyé contre le rocher. « Je veux la voir, » gémit l'enfant. « Maman, je veux la voir quand le soleil se lèvera. » Laco ne pleurait plus. Maintenant il était froid et rigide comme les stalactites qui pendaient à l'entrée de la grotte où il se réfugiait quand il était tout petit, tandis que sa mère inquiète le cherchait, ni heureux, ni malheureux, pareil au rocher qui le cachait. « Maman, je veux la voir une dernière fois. » Un bourdonnement grave s'échappait de la bouche du vieil Indien, et personne n'eût pu dire si c'était une prière ou une chanson mélancolique que le vieillard adressait à la nuit. Les heures passaient, ni le vieillard ni l'enfant ne s'assoupissaient. Ils étaient suspendus à l'attente du soleil, et quand le ciel bougea lentement dans le matin qui renaissait, l'un et l'autre se penchèrent au-dessus du rocher, scrutant l'abîme empli d'une brume violette. Peu à peu, la brume se déchiqueta, monta vers eux et enfin se dissipa. Alors, seulement ils distinguèrent une tache blanche au fond du ravin. « C'est elle, » murmura Laco. Soudain, au moment où il allait se jeter en arrière et s'enfuir, la tache se déplaça légèrement et l'enfant eût cru rêver si le vieil Indien, surpris à son tour par ce mouvement insolite, ne se fût penché davantage. La tache se dressa, tomba, se releva en vacillant et gravit lentement les rochers. À mesure qu'elle montait, Laco la voyait de mieux en mieux. Bientôt, il distingua le sang noir au-dessus de la tête et sur les flancs, les pattes encore chancelantes, et enfin, levés vers les siens, les deux yeux énormes de son ami. Ils descendirent à sa rencontre par le chemin abrupt qui longeait le côté droit du ravin. Laco sautait de rocher en rocher, et quand il se trouva face au lama, il s'arrêta pétrifié, car son bonheur était si grand qu'il lui faisait mal, et tirait de son corps des larmes qui ressemblaient à celles de la douleur. Droit, fier, le lama le regardait et ses yeux disaient « Ne pleure plus, tu vois, je suis là. Ils ont perdu, je ne peux pas mourir. » Laco enlaça le cou de la bête et frotta son visage contre la laine douce et humide. De son museau, le lama caressa le front et les cheveux de l'enfant. Puis il s'agenouilla et comme la première fois, il désigna son dos d'un lent mouvement de tête pour l'inviter à monter. « Tu es trop fatigué, il ne faut pas, dit Laco. » Mais obstinément, l'animal désignait son dos. « Tu dois monter, dit gravement le vieil Indien. » L'enfant obéit et monta sur le dos du lama, qui escalada les derniers rochers. Arrivé sur le plateau, Laco de sa main droite tourna la tête du lama vers le côté opposé au chemin pierreux.
Le vieil Indien qui les avait suivis jusque-là sans rien dire se plaça devant eux. Non, Laco, tu dois redescendre parmi les hommes. Mais répliqua l'enfant, toi-même tu disais, et si je t'avais écouté? Non, Laco, maintenant c'est différent, il faut qu'ils sachent. Tous étaient réunis devant la maison en un groupe muet et triste, attendant leurs outils pour se rendre au travail et écoutant, tête baissée, les ordres de Don Guillermo et de son Don Ricardo. La païa les vit la première. Elle appuya sa main sur sa bouche pour étouffer le cri qui montait dans sa gorge et elle tomba à genoux. Regardez, balbutia-t-elle en tremblant, regardez, dites-moi que je vois ce que je crois voir. Tous regardèrent et leurs yeux s'allumèrent. Don Guillermo poussa un cri rauque et se réfugia dans sa maison, pris de folie. Ricardo se mit à trembler de peur et de rage. Ce n'est pas vrai. Je l'ai jeté hier soir du haut du précipice. C'est impossible. Et en répétant ces mots, il reculait, les yeux hagards. Tais-toi, lui ordonna un Indien. Mais vous ne voyez pas que cet enfant et cette bête sont habités par le démon? Il vient tout droit de l'enfer pour... Tais-toi, crièrent ensemble les Indiens. Laco et le lama étaient au centre du groupe. Les yeux des hommes brillaient toujours, et Laco souriait de voir pour la première fois l'espérance dans les yeux de ses frères. La païa se releva et s'approcha de l'enfant. Du bout de ses doigts, elle effleura son pied, puis la tête du lama. Païa, bonne païa, dit tendrement Laco, je dois te dire adieu. En disant ces mots, il disait adieu à tous, mais tous voulurent le retenir. Ne t'en vas pas, reste avec nous, ne nous quitte pas. Où veux-tu aller? Demanda la païa qui pleurait. Laco ne répondit pas, car sa peine était grande de les abandonner. De sa main, il désignait les montagnes. Que vas-tu faire? Leur dire, répondit le vieil Indien, que le soleil se lève pour réchauffer notre espérance. Vous savez, eux ne savent pas encore. Les hommes s'écartèrent pour les laisser passer. Le vieillard, l'enfant et le lama blanc s'éloignèrent. Tous les suivaient des yeux et tous étaient tristes, mais dans leur regard la lumière demeurait. Laco ne se retourna pas pour leur faire signe, mais ses regards étincelaient et le suivaient comme 1000 étoiles. La lumière, murmura l'enfant, la lumière dans leurs yeux éteints depuis des siècles, la lumière est revenue.